On va maintenant s'intéresser à cette deuxième partie des travaux dirigés sur les valeurs propres, et donc ici sur l'algorithme PageRank. Alors on a vu en cours que finalement l'algorithme PageRank consistait à approcher le vecteur propre associé à la valeur propre dominante d'une matrice, qui était une matrice stochastique, que donc finalement ce qui nous intéressait c'était uniquement le vecteur propre, à savoir la distribution de probabilité stationnaire qui était associée au processus de Markov correspondant. Et d'autre part, eh bien, que donc pour déterminer la matrice, pardon, la valeur propre dominante et surtout le vecteur propre associé qui nous intéresse, eh bien que finalement il suffit d'appliquer l'algorithme de la puissance. Donc la subtilité par contre dans cette application, c'est finalement, vu que la matrice a priori est énorme, c'est d'essayer d'optimiser les choses dans le produit matrice fois vecteur, enfin là en l'occurrence ici vecteur colonne à gauche fois matrice, d'optimiser ce produit finalement pour ne pas avoir à finalement avoir utilisé des matrices qu'on qualifie de pleines. Alors on va peut-être justement s'intéresser tout d'abord à ce concept de matrice pleine, matrice creuse, en s'intéressant aux données qui sont à notre disposition. Donc, on va juste après charger et puis représenter les données qui sont associées à ce qui n'est pas la matrice dont on va approcher les valeurs propres, mais tout simplement la matrice d'adjacence qui correspond au graphe conceptuel, donc correspondant au lien entre les différentes pages web, ici du site utc.fr. Donc, ce qu'on va faire tout simplement dans un premier temps, donc, c'est d'essayer de reproduire ce graphe ici, donc qui nous représente par des petits points bleus, eh bien l'endroit, les termes en fait non nuls de cette matrice. Donc on voit qu'il y a pratiquement du blanc partout et très peu de bleu, et que donc cette matrice, c'est ce qu'on appelle une matrice creuse. Alors au niveau de la façon de la stocker dans Scilab, eh bien on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un stockage creux, donc qui ne stocke que les éléments non nuls, et puis quelques évidemment vecteurs d'index, etc., pour aller facilement récupérer un élément, et puis pour faire un peu éventuellement quand même d'algèbre sur ces matrices-là. Voilà. Alors, donc juste pour la petite histoire, ici la matrice qu'on va considérer, il n'y a que 0,71% d'éléments qui sont non nuls, donc ça ne présente effectivement aucun intérêt de stocker le tout. Alors, donc le fichier, normalement, vous l'avez récupéré sur Moodle. Donc on va tout simplement aller copier le texte correspondant ici. Alors, donc utc.fr.sod. Alors, ça a l'air de lui plaire. Alors peut-être c'est l'occasion de pas travailler complètement en aveugle. Je vais vous montrer une fonction qui est assez pratique, hein, qui vous permet de lister a priori les variables qui sont dans un fichier de données Scilab. Voilà. Donc dedans, on voit qu'on a un objet qui s'appelle C, de type sparse. Donc sparse, épars en anglais, c'est une matrice creuse pour nous. 3404 par 3404. Et puis une matrice de chaîne de caractères. On va peut-être regarder la matrice. On va regarder les 5 premières lignes. Voilà, donc ça correspond aux premières pages que l'on a récupérées en fait en parcourant à partir de utc.fr des différents liens. Donc on voit déjà à peu près dans les noms des URL du site utc.fr les choses sont toujours faites un petit peu de manière assez explicite avec des noms de fichiers qui contiennent pas mal de mots-clés. Donc ça nous aidera à faire a posteriori une recherche de type recherche par mots-clés dans le texte des URL. Voilà, et donc la matrice C, alors on voit que c'est pas très visuel, ok.
Donc, tout simplement, voilà, on a des coordonnées IJ dans la matrice et puis les termes non nuls correspondants. Voilà. Alors, pour récupérer éventuellement ces coordonnées afin d'aller représenter, on va dire en abscisse ordonnée des petits points pour représenter la matrice, on va utiliser l'instruction qui est ici, spget. Ok. Et puis ensuite, on ira représenter ces points. Alors, il faut bien faire attention ici que par rapport au graphe qu'on a obtenu ici, on voit bien que l'indice finalement d'ordonnée, ça va être notre indice de ligne, et l'indice de abscisse, ce sera notre indice de colonne. Donc quand on va récupérer avec l'instruction spget ici, donc une matrice avec sur la première colonne les indices des lignes des termes non nuls et la deuxième colonne les indices des colonnes, il faudra inverser les choses en fait ici, d'accord? Alors faites bien attention ici que là, je vois qu'il y a une petite coquille. Ici, pardon, le i est en fait un 1. Voilà, donc on va faire attention en le tapant tout de suite. Donc, alors autres informations sur cette fonction spget, elle permet de récupérer, c'est comme ça qu'on va l'écrire d'ailleurs, aussi les valeurs des éléments, pas non seulement leurs coordonnées. Alors ici, les valeurs, c'est tout le temps 1, c'est pour ça qu'on ne les récupère pas. On va quand même l'écrire comme tel ici. Alors, allons-y. Donc je mets le deuxième argument. Donc, pas très intéressant, mais ça montre l'utilisation de cette fonction spget. Donc dans IJ, d'accord, voilà une matrice à 2 colonnes. Première colonne, les indices de ligne. Deuxième colonne, les indices de colonne des termes non nuls. Voilà, et dans V, que des 1, ça on le savait déjà. Voilà, donc je vais faire mon petit graphe là. Donc on y va. Donc on avait dit il faut bien inverser abscisse ordonnée. Donc ici c'est bien 1, d'accord. Un petit point, et puis pour que ce soit pas trop grossier, oui, alors c'est la taille du marqueur, donc il faut bien attention, marker size. Et on va mettre un 2, parce que par défaut c'est plus gros, je pense que ça doit être 3. Voilà. Alors voyons voir si ça fait quelque chose. Voilà, donc c'est une bonne tête. Alors faites bien attention que par rapport à ce qu'on a dans le sujet, il faudrait retourner le sens de variation de l'axe ici des ordonnées. Mais sinon, a priori, on voit bien, c'est à peu près la même chose. Ok. Voilà, donc je ne rentre pas sur les détails pour retourner les axes. Si vous n'arrivez pas à le faire, si vous en avez besoin, on se retrouvera sur le forum à un autre moment. Donc voilà. Alors, donc maintenant que l'on a tout cela, eh bien, il va falloir, à partir donc de la matrice d'adjacence du graphe que l'on a ici, et puis de divers autres paramètres. Alors, le seul paramètre qui va nous intéresser ici, finalement, c'est le fameux paramètre Q qui vaut 0,85, d'accord, qui représente, d'accord, à une soustraction par 1 près, c'est-à-dire 1 moins Q, ça représente la probabilité que à partir de n'importe quelle page, on puisse aller vers n'importe quelle autre page. D'accord, quand on s'intéresse à notre algorithme de marche aléatoire sur le graphe. Donc, au niveau fabrication de la matrice, en fait, de l'algorithme PageRank, donc on va retrouver ici, donc la matrice, d'accord, P, ici. Donc elle est calculée à partir donc, de la matrice d'adjacence du graphe, donc avec une formule un petit peu barbare, qui est ici, là, d'accord. Donc je vais peut-être l'encadrer pour qu'on parle bien de la même chose ici. Donc ici on a tout simplement la définition d'un terme IJ donné de la matrice. Ok.
Donc ça, il y a une définition en fait, d'accord, qui dépend de la nullité ou pas d'une ligne correspondante de la matrice. Ok, donc ça c'est des choses que l'on va pouvoir prendre en compte assez facilement. Donc la formule en fait un petit peu générique qui nous permet de retrouver, de calculer cette matrice là, alors uniquement avec des opérations algébriques, c'est la suivante. Donc elle fait intervenir en particulier, alors une matrice D, d'accord. Alors cette matrice diagonale en fait, elle va porter donc sur ces éléments diagonaux, d'accord, l'inverse à chaque fois de la somme de tous les éléments d'une ligne donnée, I, si effectivement cette somme est différente de 0. D'accord. Et donc 0 sinon. Voilà, donc là on retrouvera les commandes Scilab pour fabriquer cette matrice, on va les récupérer tout de suite dans le sujet. Donc d'une part, le vecteur E, c'est un vecteur qui est rempli entièrement de 1. Donc là, on sait que dans Scilab, par exemple, on a une fonction pour cela qui s'appelle once. Et puis le vecteur F, c'est un vecteur qui contient soit des 0, soit des 1. Donc suivant que la composante, suivant que la ligne correspondante, d'accord, est entièrement nulle ou pas dans la matrice d'adjacence. Voilà. Alors, je crois que le code correspondant, alors pour fabriquer ces différentes, voilà, ces différents vecteurs est ici. Ok, donc c'est quelque chose qu'on viendra copier-coller ensuite. Mais ensuite, à partir de ça, donc ce qui est plutôt intéressant, donc parce que là on s'en réfère plutôt maintenant au cœur de l'algorithme de la puissance, d'accord, c'est que une fois que cette matrice P ici, d'accord, sera fabriquée dans Scilab, et donc ensuite l'algorithme va consister tout simplement, alors excusez-moi, à venir itérativement faire les itérations suivantes, d'accord, pk plus 1 égale pk fois p. Donc là c'est typiquement l'algorithme de la puissance, d'accord, sauf que on va essayer ici d'approcher un vecteur propre à gauche, donc c'est juste qu'au lieu de multiplier un vecteur colonne à droite, ici on vient multiplier un vecteur ligne à gauche de la matrice, donc sinon conceptuellement c'est vraiment absolument la même chose. Alors une particularité aussi, c'est que ici la matrice P étant stochastique, la somme en fait des composantes du vecteur pi, pk, en fait va être conservée. Donc ça veut dire que si initialement, et c'est ce qu'on fera, le vecteur ligne pk est effectivement, enfin pk pour k égale à 0 est un vecteur de probabilité, donc avec la somme de ses composantes égale à 1, a priori ce sera conservé au fil des itérations. Donc on n'a pas besoin de venir faire finalement de normalisation dans l'algorithme de la puissance, d'accord, puisque notre vecteur va tout simplement, par exemple, on va dire ici, conserver sa norme 1, d'accord, donc qui correspond à la somme des valeurs absolues de ses composantes. Donc, dans la façon d'effectuer ici, dans les itérations, le produit, eh bien, il va falloir faire bien attention à ne pas venir par mégarde à un moment mettre des parenthèses là où il ne faut pas, et puis à un moment, par exemple, former une matrice énorme qui serait remplie de 1, donc ce qu'il ne faut surtout pas faire ici. Donc, et puis d'autre part aussi, lorsqu'on va venir par exemple multiplier un vecteur à gauche par une matrice diagonale à droite, bien se rendre compte qu'en fait on vient tout simplement multiplier élément par élément les composantes du vecteur avec les éléments diagonaux de la matrice. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas véritablement former la matrice. Là, ici, je parlais spécifiquement de la matrice D qui est ici. D'accord? Donc quand on va venir faire le produit pi fois D ici, ça va être tout simplement une multiplication élément par élément des éléments du vecteur pi avec les éléments diagonaux de D, qu'en fait qu'on va stocker comme tel, comme c'est dans un vecteur qu'on va appeler petit d. D'accord? Voilà.
Donc d'une part. Ensuite, donc on va venir ici multiplier par la matrice C à gauche. Donc là, il n'y a pas de commentaire particulier, puisque la matrice C est une matrice creuse. Donc là, ici, c'est juste dans la multiplication de pi à gauche par la matrice qui est ici, d'accord, E moins QF fois E transposé. Donc si on ne fait pas attention, ici, c'est-à-dire si la matrice E moins QF transposée, on la forme d'une part pour la stocker et puis que l'on multiplie après à gauche par pi, en fait, cette matrice-là, c'est une matrice qui est pleine pratiquement, complètement pleine. Et donc, c'est pas du tout optimal de venir multiplier notre vecteur colonne à gauche par cette matrice pleine. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut plutôt voir? Donc ça, c'est un petit peu la magie de l'associativité dans le produit matriciel. C'est que si on regarde, donc souvenez-vous bien qu'ici, pi est un vecteur qui est un vecteur ligne. Donc la multiplication de pi par E moins QF, c'est la multiplication d'un vecteur ligne par un vecteur colonne. Donc ça, c'est un produit scalaire. Donc c'est un vulgaire nombre. Okay, ensuite, multiplié par E transposé, ça veut dire que le nombre obtenu ici, d'accord, pi fois E moins QF, va être multiplié par toutes les composantes de E, d'accord, qui sont toutes égales à 1. Donc en fait, le vecteur ici qui est à droite, que je vais encadrer ici, ce vecteur-là a toutes ses composantes qui sont égales à 1 sur n, produit scalaire de pi, donc pi par E moins QF. Voilà. Donc en fait, ce nombre-là, ça sera assez simple dans Scilab de venir l'additionner au vecteur qui est à gauche, puisqu'on sait que dans Scilab, pour additionner un nombre identique à toutes les composantes d'un vecteur, ben en fait, c'est une des opérations qui est autorisée, d'accord? Une des rares opérations autorisées où on a le droit d'additionner deux matrices qui sont de taille différente. Dans le cas où l'un est un scalaire, ça ne pose pas de problème. La convention, c'est qu'on additionne ce scalaire à toutes les composantes de la matrice. Donc voilà. Donc, eh bien, on va venir tout simplement récupérer eh bien, les quantités qui sont ici. Donc, allons-y. Alors, on devrait pouvoir découper ça. Je vais me débarrasser de ce petit cadre-là. Hop. Alors. Alors, faites bien attention qu'à un moment, on fait référence à quelque chose qui s'appelle n. Si je ne m'abuse, ça doit être la taille de notre matrice C, qui est carré. On va la récupérer comme ça. Voilà, puisque si vous mettez uniquement n égale size de C, ça va vous mettre dans n. N va être un vecteur à deux composantes. Donc là, on fait deux fois l'affectation, c'est pas très grave. Alors, faites bien attention dans la fabrication du vecteur D qui est ici. Donc le vecteur D, par définition, ça va être... Alors je vais peut-être enlever un petit peu de toutes ces annotations là qui ne nous intéressent plus. Ça va être par définition les éléments diagonaux de cette matrice D. D qui contient, suivant que les éléments de la matrice C d'une ligne donnée sont tous nuls ou pas, l'inverse de la somme de ces éléments, et sinon 1, 0. Donc la façon dont c'est fabriqué ici dans Scilab, il y a déjà un premier élément, c'est... alors, voilà, le calcul de cette somme. Somme suivant les indices de colonne de CIJ. Donc dans Scilab, ça se fait avec la fonction qui s'appelle somme, ici. C, donc la matrice, et puis là, ici, on met le numéro de l'indice par rapport auquel on somme. Donc là, c'est assez clair. Le deuxième, c'est le deuxième indice, c'est l'indice de colonne. D'accord? Voilà. Donc, initialement, le vecteur D, c'est cette somme. Alors normalement, ça devrait être l'inverse. Donc ce que l'on fait, c'est que on fait effectivement l'inverse des éléments donnés
et on les réaffecte dans les composantes correspondantes de D uniquement si ces composantes sont strictement positives. Donc ça, dans Scilab, ça se fait avec une affectation utilisant un vecteur de variable, un vecteur booléen, d'accord, qui contient vrai ou faux. Donc là, en fait, quand on écrit D, 2 D positif, ça concerne uniquement les éléments de D, vus comme des espaces de stockage, aux composantes correspondantes de D, qui sont bien strictement positives, d'accord? Et donc, dans ces composantes-là, on vient leur affecter leur inverse, d'accord? Donc c'est un petit peu cryptique, mais bon, c'est des choses qu'il faut savoir faire en Scilab, ça évite tout simplement de faire des boucles. Ok? Voilà. On pourrait le décomposer en plusieurs lignes, mais bon, ça apprend à faire des choses un petit peu plus compactes, et Scilab est fait pour ça. Voilà, donc on a les éléments diagonaux de la matrice D, d'accord? Donc ils vont nous servir à multiplier élément par élément notre vecteur de ligne de probabilité. Et puis ensuite, donc les deux vecteurs auxiliaires. Donc déjà le vecteur E que des 1, ça c'est facile. Et le vecteur F qui vaut absolument 1 partout, sauf aux composantes, au numéro des composantes pour lesquelles la somme des éléments des lignes de la matrice C sont effectivement égaux à 0. Voilà. Il faudrait vérifier, effectivement, tout ça se calcule bien sur une matrice beaucoup plus petite. Donc là, c'est pas forcément super visuel, mais donc il suffit juste de faire confiance au code que je vous donne. Voilà. Alors, le but, effectivement, de toutes ces définitions, c'est de pouvoir, donc de façon complètement optimisée, c'est ce que je disais tout à l'heure, venir effectuer donc le produit pi fois p, puisque c'est toujours vraiment à chaque fois le cœur de l'algorithme de la puissance. Donc là, c'est vraiment presque sous la forme sous laquelle on va devoir l'écrire dans Scilab, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va nous manquer? Donc en fait, initialement, donc là on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire programmer vraiment les itérations de l'algorithme de la puissance, en faisant bien attention au produit, là. C'est déjà un vecteur initial de probabilité. D'accord? Alors, ce que l'on va faire, donc, c'est que le vecteur, on va dire qu'initialement, c'est alors des variables, un tirage de variables aléatoires uniformes entre 0 et 1. Et puis, vu que la somme n'est pas forcément égale à 1, on va venir tout simplement normaliser comme ceci le vecteur. D'accord? Alors, on peut vérifier qu'effectivement tout cela fonctionne. Donc pi, donc il y a effectivement autant de composantes que de pages. Donc si je fais la somme des composantes de pi, normalement, pardon, donc ça fait bien 1. Ok? Voilà, donc ça c'est pas mal pour démarrer. Alors il y a des choses que l'on peut définir complètement à l'extérieur de notre algorithme. Alors, à savoir déjà la valeur de Q, hein, donc sachant que 1 moins Q, voilà, c'est notre probabilité de téléportation, donc là ici c'est 0,15. Et puis donc après, eh bien on peut y aller. Donc l'algorithme de la puissance, comme d'habitude, c'est toujours un peu pareil, hein. On a une boucle alors, avec un nombre maximum d'itérations qu'on espère ne pas atteindre si tout se passe bien. Et on interrompra les itérations si effectivement la convergence est rencontrée. Alors, là, on en arrive vraiment à ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on écrive tout simplement le produit de pi par la matrice P. Donc en fait, là, les choses sont vraiment explicitement dites. Donc Q fois pi fois D fois C, on va déjà s'occuper de ce terme-là. Donc il est clair qu'on commence par Q, un scalaire, multiplié par pi fois D
Alors on a dit que pi fois d, ça revenait à multiplier élément par élément pi par le vecteur d des éléments diagonaux de la matrice grand D, et ensuite multiplier par c. Donc ça, alors ça va s'écrire comme ceci. Alors le nouveau pi, je me permets, on va l'appeler pi new, par exemple, comme ça. Ok. Donc on a dit qu'on commençait par multiplier par notre scalaire. Ensuite, élément par élément, on vient multiplier d, on va peut-être mettre pi aussi, enfin c'est pareil, de toute façon c'est commutatif. Pi, élément par élément, par les éléments de d. Donc le vecteur ligne obtenu, ensuite multiplié par la matrice d'adjacence. Ensuite. Donc là, c'est notre fameux produit scalaire. D'accord? Donc 1 sur n multiplié par pi fois e moins qf. Donc là, on sait que c'est un scalaire. Et c'est ce nombre-là qu'on va venir additionner à tous les éléments du vecteur qui a été calculé précédemment. D'accord? Ça ne sert à rien de tout multiplier par un vecteur dont toutes les composantes sont égales. J'ai expliqué tout à l'heure. Pour additionner un élément donné à tous les éléments d'un vecteur, il suffit d'additionner le scalaire directement. Voilà, c'est une petite liberté avec l'algèbre binaire qu'on peut faire dans Scilab. Donc, ce fameux produit scalaire, donc pi, n'oubliez pas, pi est un vecteur ligne. Par contre, E, F sont des vecteurs colonnes. Hein, on les a bien définis comme tels. Regardez bien ici. Je n'avais pas noté tout à l'heure. Ok. Numéro de ligne. N ligne, une colonne, donc c'est bien des vecteurs colonnes. E moins Q fois F. Alors E moins QF, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu, un vecteur qu'on aurait pu calculer a priori sans avoir à le recalculer avant. Ça c'est vrai, bon, c'est pas très grave. Ici. Ce qui aurait été très grave, c'est vraiment de multiplier des matrices énormes, pleines, par notre vecteur de proba pi à gauche. Voilà. Alors, tel quel, c'est fini en fait. Donc là, ce qui nous manque, c'est le test pour arrêter les itérations. Alors, si vous vous souvenez bien ici, alors a priori, on pourrait faire le test en utilisant une approximation de la valeur propre dont on sait qu'elle converge vers 1. Mais bon, là, on va faire tout simplement beaucoup plus simple. On va regarder la norme de la différence entre pi et pi new, puisque le vecteur ici est vraiment censé converger. Il n'y a pas de problème de signe, puisqu'on tend vers une valeur propre dominante qui est 1, donc qui est positive, donc il n'y a pas d'inversion successive des composantes à cause du signe. Alors je sais pas, on va mettre par exemple ici 10 puissance moins 10 comme tolérance. Donc si effectivement la tolérance est rencontrée, hop, on arrête les itérations. Alors, je sauve. Et donc on va pouvoir essayer. Donc voilà, faites vraiment bien attention. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas la phase de normalisation ici qu'on a normalement dans l'algorithme de la puissance, puisque la matrice P est stochastique. Donc elle conserve la norme 1 du vecteur que l'on itère. Alors, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. C'est a priori... alors je crois qu'on essaie de multiplier élément par élément un vecteur plein par un vecteur creux. Je regarde, c'est le vecteur D. Alors, bon, tout simplement ici, on va lui dire de le passer en stockage full. Ça devrait lui plaire. On va regarder un peu ce que ça fait. Voilà. On stocke explicitement les zéros. Alors, laissons-le comme ça. Ça devrait, je pense, maintenant fonctionner. Alors, inconsistante, truc machin. Alors, vérifions si ça lui plaît. Ah non, ça lui plaît pas. Alors, pourquoi? Ah bah oui, ça c'est normal. Tout
simplement parce que D, ici, devrait être un vecteur aux mêmes dimensions que pi. Alors, pour une multiplication élément par élément, la moindre des choses, c'est que les vecteurs soient de même dimension et à la même, la même dimension, ligne et colonne. Donc là, il suffirait peut-être de transposer D, hein, a priori. Donc ici, on va rajouter une petite transposition. Voilà, alors ça devrait peut-être marcher maintenant. Ah, alors là, il ne s'est rien passé, bah si. Alors regardons la valeur de I. Ah, 1000, ça veut dire qu'on n'a pas convergé. Ça, c'est très 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 mauvais signe. Alors pourquoi? Alors je pense que certains parmi vous l'ont déjà vu. Ben, la moindre des choses, c'est quand on fait comme ça des itérations, c'est de dire que le prochain itéré, c'est celui qu'on vient de calculer. Voilà, donc il manquait tout simplement un truc un peu trivial comme ça, pi égale pi. Ça, c'est parce que j'ai travaillé sans anti-sèche. Alors, on y va. Ah, ça avait l'air un poil plus rapide. Ah, 61 itérations. Donc là, ça paraît normal. Alors, bah bien évidemment, ça n'a rien de spectaculaire. Donc c'est ça qui est pas drôle du tout dans cet algorithme. Je peux regarder l'allure du vecteur pi, du vecteur ligne. Bon, bah, ça me donne des composantes. Alors, ce qu'on peut regarder, par exemple, c'est quelle est la valeur maximale de pi, 0,012, par rapport à la plus petite. Alors, c'est vraiment beaucoup plus petit. Donc là, ça veut dire quand même qu'il semblerait qu'il y ait des pages qui ne veulent pas dire grand-chose, qui servent à rien. Ça, on le savait déjà dans le site utc.fr. Un peu de sarcasme, des fois, ça fait du bien, ça soulage. Et puis, il y en a qui ont l'air d'être un peu plus importantes, alors au sens, bien évidemment, là, de la distribution stationnaire. Donc, pour vérifier que tout ça a du sens, bon, bah, il faudrait qu'on mette en œuvre un petit peu notre moteur de recherche. Alors, avant ça, on va peut-être tout simplement essayer de classer les pages que l'on a. Donc là, tout simplement ici le texte en fait des URL des pages par ordre de proba décroissante. Alors on va insérer ici une instruction pour faire ce classement. Donc le pi classé, je vais l'appeler ps comme pi sorted. K, ça va être le vecteur qui contient l'ordre du classement. Voilà, donc là je ne vais pas relancer les itérations complètes, je vais juste exécuter cette ligne. Voilà. Donc a priori, si je regarde par exemple les 10 premières, une fois qu'elles sont classées, pardon. Voilà, donc on voit effectivement le max qu'on avait trouvé ici, donc là ça, et ensuite ça diminue doucement. Alors, regardons par exemple, alors je vais peut-être enlever la fenêtre graphique là qui ne me sert à pas grand chose. Voilà. Je vais regarder les pages classées, par exemple les 10 premières pages les plus importantes au sens du PageRank. Donc pour ça, je vais tout simplement, par exemple, prendre les 10 premières composantes du vecteur K et regarder les choses correspondantes. Alors, ça a peut-être du sens, ça. C'est-à-dire que on voit que la page la plus importante, qui a le PageRank le plus élevé, c'est la page pour le magazine en fait interaction.utc.fr. Donc ensuite on a www.utc.fr. Alors ça paraît complètement logique certainement parce que il y a tout un tas la plupart peut-être des pages internes de l'UTC ont à chaque fois un lien de retour vers la racine du site. Donc, tout ça paraît assez cohérent. Après les autres, tout ça se discute. On voit par exemple des choses avec un PageRank élevé, diplôme, prix concours, vie d'université, regard sur le monde, mécanique, acoustique, matériaux.
entrepreneuriat, automatique, décision, etc. Alors, tout ça, ça peut avoir du sens. Alors, vous voyez qu'en fait, il y a pas mal de choses. Tout le sous-site correspondant à interaction.utc.fr est assez riche quand même, il y a pas mal de choses. Alors, donc pour faire notre petite recherche, on va dire par mots-clés. Je crois que je vous avais donné. Alors, est-ce que je l'ai sauvé ici? Alors non, bah on va aller faire la manip, hein, consistant à aller le chercher sur Moodle. Donc il y a une fonction que je vous avais mis sur le site. Alors on y va. Alors moi je vais y retourner tout simplement. Une fonction qui permettait de faire une recherche par mots-clés dans le texte des URL et nous les renvoyant par ordre décroissant de PageRank que l'on vient de calculer. Alors, on va aller la récupérer ici dans le chapitre 5. Voilà. Et donc, ah bah c'est très bien. En plus, comme ça, je vais pouvoir aller la copier comme c'est, copier-coller directement. Alors, on y va. Donc, on va créer un nouveau fichier. Voilà. Bah, je vais tout simplement l'appeler search.sce par exemple. Voilà. Alors, la façon dont elle fonctionne, c'est donc en première composante, donc c'est la matrice des textes des URL, donc c'est U, effectivement, elle s'appelle U chez nous aussi. X, c'est le PageRank, donc chez nous, elle s'appelle Pi, d'accord? Donc il faudra lui donner vraiment le PageRank non classé, hein, là c'est la fonction qui se débrouille ensuite. Et term, ça contient en fait la chaîne de caractères que l'on cherche, d'accord? Alors je vais exécuter ça, voilà, donc la fonction est définie. Et donc je vais faire une petite recherche. UPI, et donc là je vais lui mettre par exemple, je sais pas, biologie. Alors, on a une page qui ressort vraiment énormément par rapport à toutes les suivantes, hein, d'accord? Là on a un rapport de pratiquement 200 hein, entre les deux premières probabilités. Et donc la première, c'est la page biologie, biochimie, biotechnologie.html. Donc c'est pas mal. Donc après, quand on regarde les autres, ça peut être effectivement intéressant, mais on voit que la première a un PageRank qui est vraiment qui ressort par rapport aux autres. Alors on peut s'amuser comme ça, en mettant mécanique par exemple. Alors il n'y a pas d'accent hein, a priori sur les URL du TC. Voilà. Bah, alors là c'est un peu plus, on va dire qu'il y a les 1, 2, 3 premières qui ressortent vraiment par rapport aux autres. Voilà. On peut bien sûr s'amuser comme ça, je sais pas, par exemple, stage. Bon, voilà, c'est pas très marqué. Hein. Forum sans stage. Ok. Voilà, donc on peut s'amuser comme ceci. Bon, de façon pas super représentative, mais bon, ça marche un peu quand même. Voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est vraiment avoir une infrastructure plus compliquée. Ce qui est le cas sur les vrais moteurs de recherche. Donc là, il faut vraiment avoir un système d'indexage de mots-clés à partir de toutes les pages qui sont indexées. Voilà. Et donc là, ça donne vraiment une idée de comment fonctionne l'algorithme PageRank. Donc j'espère que ça va vous donner des idées. C'est des choses qui peuvent être faites. Le PageRank, c'est même quelque chose qui peut servir pour les webmasters, dans les façons de concevoir finalement des arborescences de sites web, ce genre de choses-là. Sans nécessairement être appliqué à aller faire après de la recherche intelligente. Voilà, comme d'habitude, j'attends vos questions, n'hésitez pas. À bientôt, au revoir.